est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Prière rogatoire sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin al-Masjid al-A'dam à Rabat. Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay al-Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid ont accompli la prière Salat al-Istisqa, perpétuant ainsi la tradition du prophète Sidna Mohammed. Prière et bénédiction sur lui. À Dubaï, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du sommet mondial de l'action climatique. Sa Majesté le roi a adressé un discours aux travaux COP28 dans lequel le souverain plaide en faveur d'un pacte pour l'action face aux défis climatiques. Pour l'escale culturelle de ce vendredi, bienvenue dans l'univers culinaire de Mariam Cherkaoui. Cette chef à la renommée mondiale fait de la cuisine fusion sa spécialité. Elle mixe le traditionnel marocain à la rigueur de la cuisine française. Des plats qui ravissent les pupilles avant les papilles. Chef Mariam Cherkaoui est l'invité de ce journal. Bonsoir à tous. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, des prières rogatoires ont été accomplies aujourd'hui dans l'ensemble des mosquées du royaume. Ce matin, le Masjid al-A'dam à Rabat, une prière rogatoire en présence de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay al-Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, perpétuant ainsi la tradition du prophète Sidna Mohammed. Qais Mohsin et Nisrin al-Hamdawi. C'est depuis Beb Chella à Rabat que le cortège officiel a pris le départ. En tête du cortège, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay al-Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Dans un climat de piété, les fidèles et à leur tête Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay al-Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid se sont dirigés à pied vers Al-Masjid al-A'dam. Des enfants, des élèves des écoles coraniques et des étudiants de l'Institut Mohammed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates ont élevé des prières au Tout-Puissant, l'implorant de répandre ses bienfaits, ses pluies et sa miséricorde sur le royaume. Au cœur d'Al-Masjid al-A'dam à Rabat, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay al-Hassan et Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid ont accompli Salat al-Istisqa. À chaque fois que la pluie se fait rare, les Marocains accomplissent ces prières rogatoires en vue d'implorer le Très-Haut de répandre ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour ses créatures, conformément au verset du Saint-Coran. Invoquez-moi et je répondrai à votre appel. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. Les prières rogatoires sont accomplies suivant la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, chaque fois que les précipitations se font rares. 28e édition de la COP à Dubaï où Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du sommet mondial de l'action climatique. Dans un discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, le souverain plaide en faveur d'un pacte pour l'action face aux défis climatiques. Nos envoyés spéciaux à Dubaï, Latifa Ben Halima, Houdam Sahel, Hamza Sayih et Nisrin Austar. Expo City Dubaï. Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux travaux du sommet mondial de l'action climatique organisé dans le cadre de la COP28. À son arrivée à Expo City Dubaï, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna a été accueillie par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres,
et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Après avoir posé pour une photo de famille avec les chefs d'État et de gouvernement et les représentants des États participants, son Altesse royale, la princesse Laila Hasna, a rejoint la salle de la conférence. Les travaux de ce sommet de grande envergure ont été notamment marqués par le discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au sommet mondial sur l'action climatique organisé dans le cadre de la COP28. Aussi nécessaire qu'elle soit, la négociation climatique n'est pas et ne peut devenir une fin en soi. Il est temps pour négocier, il est temps pour agir. Le voilà venu, ce temps-là, affirme le souverain dans son discours au sommet mondial sur l'action climatique. Sa Majesté le roi relève également que tout comme le changement climatique s'amplifie, les COP doivent sortir de la logique des petits pas qui les caractérisent depuis trop longtemps. À cet égard, le souverain fait observer qu'entre l'action climatique par petits pas et les défis climatiques imminents qui s'imposent significativement, se crée un fossé qu'il convient de combler sans délai. Sous cet angle, Sa Majesté le roi souligne qu'il y a un chemin fait de pragmatisme certes, mais aussi de volontarisme, d'ambition et surtout de vision. C'est ce chemin-là que nous devons faire nôtre, si notre dessein est toujours d'être à la hauteur des engagements souscrits à la COP21 de Paris en 2015 et à la COP22 à Marrakech en 2016, insiste le souverain. Les mesures audacieuses ne s'organisent pas en demi-mesure, encore moins selon une vision isolée qui ne fait qu'amplifier les dommages et accroître les pertes matérielles, naturelles et humaines, poursuit Sa Majesté le roi Mohammed VI, notant à ce propos que la gestion mondiale de la crise climatique ne peut que s'orienter vers une approche plus adaptée aux contraintes nationales, centrée sur une croissance qualitative, durable et surtout une vision à vocation humaniste. Dans ce cadre, le souverain met en valeur la profonde conviction du Maroc, dont l'engagement climatique est précurseur et qui se caractérise à travers plusieurs leviers stratégiques et politiques également. Le souverain cite dans ce sens le nouveau modèle de développement, conçu dans une optique de durabilité, et la stratégie nationale de développement durable, pensée et déclinée dans une perspective à forte inclusion. Au Maroc, l'essor des énergies renouvelables et durables, le développement des filières d'hydrogène vert compétitif, notre connectivité grandissante avec les marchés mondiaux et l'organisation d'une Coupe du Monde de football entre deux continents sont autant de preuves de la vision d'intégration régionale que nous portons, ajoute le souverain. Sa Majesté le roi rappelle également que dans un système mondial toujours inéquitable, l'Afrique a reçu 30 milliards de dollars des flux annuels de financement climatique en 2020, soit moins de 12% de ses besoins, alors que ce continent a tous les atouts, et cela pour devenir la solution climatique mondiale, la solution aux grands défis du 21e siècle. Le Maroc, ajoute Sa Majesté le roi, poursuit inlassablement ses efforts pour la mise en œuvre des décisions du premier sommet africain de l'action, tenu en marge de la COP22. Le souverain attire également l'attention sur la situation des États à revenus intermédiaires qui mènent de front la bataille de développement socio-économique et celle du développement durable, notant qu'il est équitable que les États à revenus intermédiaires ne soient pas pénalisés par les progrès qu'ils accomplissent. C'est dans cet esprit que le souverain renouvelle l'espoir que les États parties seront plus ambitieux pour faire émerger ensemble des solutions collectives face à ce défi commun, réitérant l'engagement du Maroc à poursuivre son action volontariste. Action qui a pour visée de rester à l'avant-garde du plaidoyer certes, mais également des solutions visant à préserver l'avenir de l'humanité sur notre planète. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à l'abandon immédiat des combustibles fossiles afin de maintenir la hausse des températures dans la limite des 1,5 degrés. Selon Antonio Guterres, le bilan mondial ne doit pas seulement s'engager que sur ce point, mais il doit aussi tripler les énergies renouvelables, doubler l'efficacité énergétique et apporter une énergie propre à tous d'ici 2030. Time frame aligns with 1.5 degrees. I want to congratulate you. À Vienne, le Maroc élu pour abriter un événement planétaire, la 93e session de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol. Ce sera à Marrakech en 2025. Les participants des 196 pays membres à l'actuelle session ont renouvelé leur confiance au Royaume et ses institutions sécuritaires.
S'exprimant suite au vote en faveur de la candidature marocaine, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a mis l'accent sur l'engagement du Maroc à consolider les efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et les diverses formes de crimes transfrontaliers. Abdelatif Hamouchi a de même souligné que le Royaume du Maroc et ses services de sûreté nationale sont tout à fait prêts à accueillir ce forum sécuritaire de renommée dans les meilleures conditions, soutenant que le Maroc apporte un appui constant à Interpol et aux pays membres dans leurs efforts en faveur de la sécurité et la stabilité mondiale. Lors de la présentation de la candidature marocaine, il a été procédé à la projection d'une vidéo qui retrace les progrès en cours dans le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Actualité internationale dans la bande de Gaza, au moins 109 Palestiniens ont été tués et des centaines de blessés dans des bombardements israéliens. Et cela depuis la fin de la trêve tôt ce matin. Israël et le Hamas s'accusent d'avoir fait échouer la trêve sur la question des otages. L'escale culturelle hebdomadaire du journal, nous la consacrons aujourd'hui à une grande chef cuisinière rabati très créative, Mariam Cherkaoui. Elle éblouit les pupilles avant les papilles par des plats qu'elle laisse mijoter aux petits oignons. Sa passion pour la bonne cuisine, elle l'a aiguisée très jeune en France, en particulier sur les bancs de l'Institut Paul Bocuse. Seulement voilà, après quelques années passées dans l'Hexagone, chef Cherkaoui a fait son retour dans son pays. D'ailleurs, son attachement à ses racines, on le ressent dans ses créations culinaires qui fleurent bon son Maroc natal. Suivez ce portrait de Mariam Cherkaoui, une chef cuisinière qui a de la saveur au bout des doigts. Le récit est signé Mariam ici avec Hasna Moussaoui. Elle passe des heures derrière les fourneaux. Tous les ingrédients sous la main, elle compose ses assiettes tel un peintre devant son œuvre. Un sens de l'excellence que Mariam Cherkaoui a aiguisé dans les plus prestigieux palaces français. Lauréate en 2009 du trophée L'Esprit Entrepreneur Bocuse & Co, elle intègre une année plus tard les maîtres cuisiniers de France. Mariam Cherkaoui compte à son actif plusieurs distinctions, dont celle de maîtresse foie gras. Chef au palmarès bien garni, cet originaire de Rabat n'a pourtant jamais oublié les saveurs natales. Cela fait plus de 2 décennies qu'elle officie dans les plus grandes tables de son pays. Ce que j'ai appris en France par la technicité, la rigueur française, et puis après je l'ai mixé avec mes souvenirs d'enfance, c'est ce que j'ai vécu ici. Et c'est ce qui a fait aussi cette double culture que j'ai. Ces menus, mêlant les saveurs d'Orient aux classiques de l'Occident, rencontrent un franc succès. Des mariages culinaires surprenants, avec une touche de terroir, toujours en guise de signature. J'essaye de surprendre mes clients. Darira, par exemple, moi je la fais en royal. C'est une technicité française. Le client, quand il mange ça, il doit retrouver ce goût de harira, mais avec une texture surprenante. Mariam Cherkaoui puise dans les saveurs locales authentiques pour agrémenter ses plats, mais pas que. La chef a créé Dima Terroir, une structure qui apporte main forte aux coopératives féminines locales. Cette grande dame n'est jamais avare de conseils. Chaque jour, elle transmet son savoir-faire et son amour de la cuisine à des amateurs passionnés et à des professionnels en quête de perfectionnement. Une mission de formation à laquelle elle s'attelle d'une main de maître via sa société de consulting culinaire. Son sens du détail et du partage, voilà la recette de son succès. Ambassadeur de la gastronomie marocaine contemporaine, Mariam Cherkaoui partage sa vocation en libérant sa plume. Son livre Mon Maroc, ma cuisine livre des recettes de ce qu'elle aime appeler la cuisine du lien. Et Mariam Cherkaoui nous rejoint depuis Marrakech. Mariam Cherkaoui, bonsoir. Vous venez de suivre votre portrait express qui retrace un peu votre fabuleux parcours. Mais si l'on remontait le temps, comment votre passion pour l'art culinaire est-elle née ?
D'abord, je vous remercie pour mon invitation dans votre journal. En tout cas, moi, ma passion, elle a toujours été présente. Depuis le terminal, le jour où j'ai atterri à l'école Paul Bocuse pour faire mes études dans ce fameux château, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et j'ai savouré chaque moment jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous êtes chef cuisinière internationale fière de vos origines et le goût de cette fierté, on le retrouve dans les produits du terroir que vous sublimez. Qu'est-ce qui fait la singularité de votre approche gastronomique ? En fait, j'ai toujours, moi, marié la cuisine marocaine avec une technique française et ça m'a jamais échappé. Ça a toujours été ma ligne de conduite pour vraiment trouver ma voie. Et c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé depuis 23 ans que je suis rentrée au Maroc, en disant c'est la cuisine marocaine que j'ai envie de faire, même si je suis de formation française. C'est la cuisine marocaine a toujours été mon repère par rapport à mon pays, par rapport à mon identité. Et ça a joué un rôle énorme parce que j'ai trouvé ma signature tout de suite. À l'âge de 23 ans, j'ai trouvé ma signature et ça a été un pur bonheur. Et depuis votre enfance, qui vous a transmis cet amour pour l'art culinaire ? La cuisine a toujours été présente dans ma famille, d'abord par rapport à mes deux grands-parents et aussi par ma maman qui me faisait beaucoup la pâtisserie française, elle mixait, elle cuisinait marocain. Et j'ai vu aussi les produits pousser parce que je suis née dans une ferme où les produits étaient très présents. Du coup, je savais les saisons. La saisonnalité, c'était quelque chose qui était vraiment présente au quotidien. Et le jour où je suis arrivée à l'école Paul Bocuse, c'était tellement naturel parce que je connaissais d'abord les produits avant de connaître le métier. Et ça a été une transmission parfaite pour moi. Et justement, est-ce que vous faites appel à la mémoire gustative de cette enfance pour concevoir des plats par lesquels vous pouvez vous distinguer sur la scène internationale ? En fait, moi, vraiment ma ligne de conduite, ça a été tout le temps mon identité, mon enfance. Mon enfance a joué énormément dans mon parcours parce que la mémoire gustative, c'est celle-là qui a vraiment travaillé mes plats. Et chaque fois, je suis allée chercher profondément dans mon enfance, mes souvenirs, pour vraiment faire les recettes. Chaque fois, c'était la recette marocaine à 100%. J'intégrais la technique française, mais en même temps, j'intégrais l'identité qu'il y avait dessus. Et vous êtes maintenant passé à une autre étape dans votre carrière, celle du consulting dans ce domaine et de la transmission de votre savoir-faire et savoir-être. La transmission de tout un savoir-faire riche, c'est un long cheminement. Est-ce que vous le percevez comme un devoir ou comme un acte de générosité ? En fait, moi, j'ai toujours aimé la transmission parce que pour moi, la transmission, ça a été quelque chose qui m'a énormément animée. Pourquoi ? D'abord parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je développe beaucoup en arrivant ici au Maroc. J'ai essayé de développer, de trouver déjà ma signature, ma voix, mais par la suite, la voie de la transmission. J'ai monté une école parce que pour moi, transmettre aux gens ce que je connaissais et surtout mettre en valeur la cuisine marocaine chaque fois, qui pour moi n'était pas assez codifiée, n'était pas assez écrite. J'avais envie vraiment de la transmettre, que ce soit au Maroc ou à l'international. Chef Serkaoui, aujourd'hui, considérez-vous la bonne cuisine comme un outil fort de soft power ? Vous pouvez répéter ? Est-ce que vous considérez, chef Serkaoui, que la cuisine est un outil fort du soft power ? Ah oui, la cuisine, là vraiment moi, mon identité c'est la cuisine marocaine et je le revendique énormément à l'international. J'ai toujours parlé de la cuisine marocaine parce que les gens la connaissaient pas assez. Ils connaissent les grands standards, mais pour moi elle n'est pas mise au meilleur de sa forme à l'international. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille énormément sur ça, moi et les autres ambassadeurs de la cuisine marocaine, pour la développer, pour vraiment la mettre en valeur et montrer aux gens ce que c'est la cuisine familiale marocaine, ce que c'est la street food, ce que c'est la cuisine de saison, ce que c'est aussi la cuisine de fête, des mois de Ramadan. Tout ça, c'est une culture
pour moi qui est énorme et qui a besoin encore de se développer et qu'on soit tous ensemble, en fait, tous les ambassadeurs de la cuisine marocaine, qu'on soit là ensemble pour la montrer à l'international. Enfin, chef Serkaoui, on ne peut pas vous laisser partir sans vous poser cette question qui nous intrigue. Quel est votre plat préféré, celui qui vous touche le plus et pourquoi ? Moi, j'aime énormément de plats. Ça dépend, comme je dis, de la saisonnalité. Mais on va dire, le couscous m'a toujours intrigué, le couscous, parce que je suis allée chercher beaucoup dans les couscous de poisson dès le départ, dans la région de Asfi, dans la région des Saouira. Et en fait, quand on trouve cette culture, cette mixité de gastronomie marocaine avec la culture juive marocaine, arabo-andalouse, tout ça, ben moi, le couscous, je dirais que c'est le plat le plus populaire, celui qui m'a toujours plu, même si ma première recette était la pastilla au confit de canard et foie gras. Et je me suis fait connaître à travers cette recette. Chef Mariam Serkaoui, cuisinière internationale, je vous remercie pour votre intervention dans ce journal. Le FIFM, une édition où les festivaliers croisent de très nombreuses personnalités du 7e art et qui très souvent acceptent bien volontiers la discussion. Ça a été le cas pour nos envoyés spéciaux sur place qui ont rencontré le célèbre acteur américain Viggo Mortensen, venu spécialement à Marrakech pour présenter son dernier opus Eureka. Dominique Orlando, Mouatassim Bilabouezaoui et Youssef Mziani l'ont rencontré. Ce n'est pas tout à fait anodin d'avoir à rencontrer un homme comme Monsieur Viggo Mortensen, qui est assurément l'un des acteurs majeurs de sa génération, apparu sur grand écran pour la première fois en 1985 dans Witness. Il a su aligner tout au long de sa carrière des œuvres majeures dans lesquelles ses performances électriques ont toujours réussi à subjuguer le plus grand nombre. Monsieur Mortensen, on peut évidemment pas parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de tous vos films qui sont tous remarquables, la plupart. Vous êtes un acteur formidable, mais j'ai quand même envie de vous demander A History of Violence, ce film où vous avez une interprétation formidable dans cette dichotomie entre les deux personnages, le passé, le présent, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Est-ce que vous situez ce film dans une position particulière par rapport à l'ensemble de ce que vous avez fait? History of Violence, bon, c'est un bon rôle, deux bons rôles. C'était le premier film que j'ai fait avec David Cronenberg. J'ai fait 4 avec lui. Et je crois que c'est mon favori. Peut-être parce que c'était le premier, mais je trouve que la structure de ce film, c'est plus que parfait. C'est pas possible de faire un film parfait, évidemment, mais j'aime beaucoup ce film. Tom, what's going on? Huh? I don't know, baby. Vous souvenez-vous, pour continuer à parler de quelques-uns de vos films marquants, pour le grand public en tout cas, vous souvenez-vous de votre toute première rencontre avec Peter Jackson? Oui, c'était au moment de mon arrivée à Wellington, Nouvelle-Zélande. C'était octobre de le 18 ou 17 octobre 1999. Et on était en train de tourner déjà. Et j'étais le dernier des acteurs principaux d'arriver. Et il était très gentil et normal. C'était pas difficile de commencer avec lui. Alors dans un autre de vos films, Le crime était presque parfait, qui est aussi un très 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 beau film avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow. Non seulement on vous retrouve en tant qu'acteur, mais on vous découvre également en tant qu'artiste peintre, puisque toutes les œuvres qui sont exposées dans le film, qui racontent l'histoire de ce peintre aussi, eh bien ce sont les vôtres. Alors je sais que vous êtes également photographe depuis de longues années. Est-ce que la photographie et la peinture sont pour vous à des années-lumière du cinéma? Non,
c'est la curiosité. J'approche la peinture, la photographie ou l'écriture. Mon travail comme comédien ou maintenant comme réalisateur. J'ai fait 2 films en tant que réalisateur. Et c'est la même chose. Ça commence avec la curiosité, qu'on veut observer, on veut traduire ce qu'on voit, ce qu'on sent. C'est la même chose. J'avais commencé comme photographe et écrivain avant de devenir comédien, avant de travailler dans le cinéma. Et puis je continue avec toutes ces choses. Mais je trouve que c'est la même chose. C'est pas, je ne sépare pas. Merci beaucoup. Merci. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Tout en fluidité, cette rencontre avec Viggo Mortensen, ce fameux matin à l'heure du petit déjeuner. Elle fut d'un bout à l'autre accompagnée d'une élégance, d'un naturel et d'une courtoisie tout à fait à son image. Avant de refermer ce journal, c'est alerte météo de niveau orange. Des rafales de vent fort soufflent sur une grande partie du nord du royaume. Un phénomène qui coïncide avec les vacances scolaires. Les usagers des axes autoroutiers Tétouan-Fnedaq et Tazaoujda sont particulièrement appelés à prendre les précautions nécessaires, annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc, qui appelle à une vigilance particulière sur les routes. L'ADEME informe également que l'ensemble du réseau autoroutier connaîtra un trafic important le vendredi 1er décembre entre 15h et 22h, le samedi 2 décembre entre 9h et 13h et le dimanche 10 décembre qui coïncidera avec les retours des vacances scolaires entre 16h et 22h. Alors, prudence au volant. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.